Le Burkina Faso est attaqué de toutes parts par des forces obscurantistes depuis 2015. Le pays est presque à genoux, mais pas question de se résigner, diront certainement mes chroniqueurs. Ils apporteront au cours de cette émission leur part de contribution dans cette lutte contre le terrorisme dans notre pays. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission hebdomadaire de débat d'actualité sur des questions sécuritaires au Burkina Faso. Faso, il n'est plus à présenter, c'est un habitué de cette émission Défense, Libouré Crépin. Zanzé, expert en communication et défense. Bonjour, monsieur Zanzé. Bonjour, monsieur David. Et bienvenue sur ce plateau. Également, Tidiane Kevin Traoré est avec nous. Tidiane Kevin est communicant et chroniqueur chez Burkina Story. Bonjour, monsieur Traoré. Bonjour, monsieur Dabira. Et enfin, observateur de la scène politique, monsieur Karim Ouedraogo est également avec nous. Bonjour, monsieur Ouedraogo. Oui, bonjour, monsieur Dabira. Alors, donc, nous restons avec vous, monsieur Ouedraogo, pour parler tout d'abord de la question de négociation, une option brandie par nombre de Burkinabés. Pensez-vous que c'est la meilleure option en ce moment? Oui, bon, dans cette situation assez critique du Burkina Faso, toute approche est à essayer. Parce que dans toute guerre, on finit toujours sur la table de négociation. Et je crois que beaucoup de gens avaient préconisé depuis de négocier, de chercher à connaître ceux-là qui nous attaquent, pour voir qu'est-ce qu'ils veulent, quels sont leurs besoins. Parce que si c'est connu, alors si un problème est bien posé, la solution vient forcément. Le bras de fer, on voit visiblement que ce n'est pas sur ce terrain que nous allons remporter. Alors, je salue cette initiative, bien sûr avec l'accompagnement des aînés, de voir comment on peut nouer le fil du dialogue. Parce qu'on dit que le sage est fort. C'est une méthode, c'est une approche remplie de sagesse, de mon point de vue. C'est vrai que c'est une approche qui avait été expérimentée sous l'ère Compaoré, mais bon, cela ne fait pas l'unanimité. Aujourd'hui, certains pensent que ça serait un aveu d'impuissance de passer à la négociation au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Zanzé? La notion de la négociation, je l'ai toujours dit, est une stratégie de guerre. Et c'est même la meilleure stratégie de guerre. Parce que quand vous vous retournez contre vous-même, quand vous vous retrouvez dos au mur, il n'y a pas d'autre alternative que de négocier. Cependant, il faut savoir exactement c'est quoi négocier et qu'est-ce que nous mettons dans cette négociation, parce que c'est le négociant qui sait de quoi il s'agit. Est-ce qu'il veut gagner en temps? Est-ce qu'il veut adapter une nouvelle stratégie à la manœuvre? Est-ce qu'il veut effectivement réussir à savoir les raisons qui motivent la personne qui est en face et qui est en train de l'annexer? Il faut comprendre aussi qu'il ne peut avoir véritablement de négociation que lorsqu'il y a un rapport de force bien établi. Ça veut dire que la négociation vient à partir du moment où nous avons atteint un certain niveau d'attaque terroriste, où nous avons atteint un certain niveau d'exacerbation de l'insécurité au plan national. Il est indispensable qu'il y ait une contre-offensive, une contre-attaque de taille qui puisse amener les autres à savoir que nous aussi, on est en passe de perdre ce combat si nous ne nous résignons pas à négocier. Ce sont d'abord des prérequis, ce sont d'abord des éléments fondamentaux qu'il faut disposer avant de faire. Mais ce qui est important à préciser, c'est que jusqu'alors, beaucoup pensent qu'on ne connaît pas ceux qui nous attaquent. C'est faux. On connaît bien sûr ceux qui nous attaquent. Parce qu'avec le président de CHU, le président Roch Marc Christian Kaboré, il a dit au départ, et c'est à la veille de ce qu'il a dit,
qu'on a commencé à être attaqué fondamentalement à partir de 2015. Voilà, il dit que des gens sont venus pour réclamer quelque chose. Voilà, ils disent qu'ils avaient un contrat au départ. Voilà, justement, ceux qui disent que ça serait un aveu d'impuissance que de négocier maintenant, c'est l'argument qu'ils brandissent. Au fait, ils disent que dès les premières heures, depuis 2015, qu'il fallait négocier et ne pas laisser autant de vies humaines tomber, autant de Burkinabés tomber, que de maintenant vouloir négocier. Monsieur Zavira, en réponse à ces éléments, on dit tout simplement qu'est-ce qu'ils font de l'expression ou de la pensée qui dit que mieux vaut tard que jamais. Voilà, il est toujours bien de toujours bien faire, même si c'est plus tard. Il ne faut pas, à un moment donné, penser que peut-être que le président Kaboré, en disant ceci, à l'époque, il était dans une bonne posture. Il était dans une position légitime. Il était effectivement animé de bonne foi. Il était persuadé que, bon, c'est pas bien de négocier. Mais je vous dis que c'est faux. Même les plus grandes puissances négocient. Les plus grandes puissances, d'abord, négocient. Et de façon intelligente. Je pense même que c'est l'ensemble de ces actions de négociation qui nous ont permis, à un moment donné, d'avoir effectivement plus de 27 ans de paix. Oui, on peut reprocher par exemple au président Compaoré tout ce qu'il faut, mais quelque part, sous son règne, on était en paix. Ça, au moins, il faut l'admettre. Et même si c'était une paix qui n'est pas une paix, parce que des gens vont dire, bon, il y avait, mais tout compte fait, on était en paix et les gens ne mouraient pas comme ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, l'un dans l'autre, entre deux mots, il faut choisir le moindre mal. Et c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que il n'est pas opportun qu'aujourd'hui nous sachions que effectivement dans cette vie-là, il y a des compromis qu'il faut faire. Et ce n'est pas qu'à l'échelle nationale, c'est même à l'échelle familiale. Avec votre épouse que vous partagez votre intimité, vous êtes amené parfois à faire des compromis pour peu que ces compromis ne vous conduisent pas dans des compromissions. Il faudrait qu'on sache qu'on doit, attaquer ceux qui nous attaquent pour les dire que non, nous ne sommes pas aussi peureux qu'ils pensent. Et ensuite, on dit que nous sommes disposés à négocier. Le mot est lâché, attaquer. Alors, monsieur Traoré, est-ce que ce ne sera pas un aveu d'impuissance que de vouloir négocier maintenant? Bon, la question de la négociation, c'est un peu complexe. Parce que, comme M. Zanzé avait dit, négocier, c'est avec qui? Il faut d'abord identifier les groupes avec lesquels on va négocier. Parce qu'on dit que dans la région du Sahel, il y a plusieurs groupes terroristes qui sont là. Non, en principe, on devrait pouvoir les connaître. On les a déjà identifiés, en principe, depuis... Et même s'ils sont identifiés, et comme M. Zanzé a dit, il ne faut pas qu'il y ait des compromis avec des compromissions. Par exemple, si les terroristes disent « Bon, nous sommes d'accord pour négocier, mais nous allons prendre une partie du territoire qui sera dans notre État. » Est-ce que notre pays peut abandonner sa souveraineté nationale au profit des terroristes pour une soi-disant paix durable ou une paix à moyen terme? C'est la question qu'il faut se poser. Il y a quelque chose qui est important, M. David, qu'il faut souligner, c'est que quand on dit on va négocier, on peut partir sur la base d'hypothèses. Mais on ne peut pas déjà se fier à quelque chose et dire, bon, eux, s'ils disent, effectivement, c'est la méthode qu'il faut adopter. S'ils disent, eux, au cas où ils disent qu'ils veulent une partie du territoire, nous avons déjà élaboré une stratégie aussi pour les envoyer comme élément de réponse. Parce qu'en ce moment, on sait que voici ce à quoi. C'est comme quelqu'un qui arrive, qui dit non, je veux une partie de votre parcelle pour pouvoir vivre dedans. Maintenant, non, on ne peut pas. Est-ce qu'à l'heure où nous sommes, vous êtes capable, par exemple, de dire que effectivement c'est ce que les terroristes veulent? Personne. Moi, personnellement, les terroristes sont encore dans une position d'occupation et de contrôle de zone et non d'occupation de zone. Comme vous l'avez dit, à un certain moment, sur ce même plateau, l'appétit vient en mangeant, comme vous l'avez si bien dit à un moment donné. À force de contrôler, on peut pouvoir occuper. Voilà. Est-ce que ce n'est pas la méthode choisie aussi par ces assaillants-là, contrôler et incessamment occuper? Je dis simplement, comme il a dit, aux États-Unis, au Mexique et partout ailleurs, même en Europe, on observe toujours des trafics de drogue, des trafics de diamants, de toutes sortes. Les gens veulent continuer à opérer. Les gens veulent continuer à faire passer les stupéfiants. Les gens veulent continuer à faire des affaires qui sont illicites, l'ivoire, etc. et tout ce qui s'ensuit. Mais si ce sont des narcotrafiquants qui veulent faire, on part sur la table de négociation. Au moins, le simple fait d'avoir des éléments d'information nous permet maintenant de proposer des éléments de solution crédibles. Si nous restons sur la base des hypothèses, comme une étude scientifique, et qu'on ne part pas sur le terrain pour venir valider ou invalider nos hypothèses, on reste toujours dans le flou et on dit non, on ne va pas partir parce que les terroristes pourraient demander. Non, on va et on acquiert le résultat d'information.
Quels sont les groupes qui disent qu'ils veulent une partie du territoire? Jusqu'à présent, je ne pense pas qu'un groupe terroriste a déjà dit Al-Qaïda ou le G10 ou bien le MNLA ou bien Ansardine a dit qu'ils veulent une partie du territoire burkinabé. Je ne pense pas. Et je suis sûr et persuadé d'une seule chose, même si tous les Burkinabés au Burkina Faso veulent accorder une partie du territoire, moi, les Bourré Crépin Zanzé, je n'accorderai pas 1 mètre carré à qui que ce soit parce que c'est l'intégrité, c'est l'intégralité de notre territoire qui fait l'identité du Burkinabé. On ne peut pas se permettre cela. Et je crois que... Qu'est-ce qu'on peut pouvoir céder en ce moment, permettre à ce que les gens puissent faire le trafic dans notre pays, aller fouetter, aller frapper dans les pays voisins, c'est un peu compliqué. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis tout simplement qu'il faut qu'on réussisse aujourd'hui à savoir exactement ce que ces gens veulent. Et on ne peut savoir cela que lorsque on est dans une position. Parce que tout ce qu'on est en train de dire là, ce ne sont que des hypothèses. Rien ne prouve que ces gens ne nous diront pas qu'en réalité, eux, ils sont en train de faire ça pour montrer aux uns et aux autres qu'ils sont frustrés, qu'ils ont été lésés, qu'on n'a pas développé leur localité, que leurs localités ont été abandonnées. Quand vous prenez la zone du Sahel, certaines voies sont inaccessibles. Même de Ouagadougou de Koungoussi pour atteindre certaines zones-là, c'est inaccessible. Pour 80-90 km, des écoles n'existent pratiquement pas. L'eau, ça n'existe pratiquement pas. Donc, en conséquence, comment on fait? Nos unités de défense qui sont détachées quelque part, d'autres même n'ont même pas d'eau. Ils sont obligés de se ravitailler dans des fourrages construits par des civils. Ce sont pourtant des points stratégiques et névralgiques qu'il faut en disposer. Et si ces gens vous disent au cours des négociations qu'en réalité c'est parce que nos localités sont sous-développées, nos localités sont abandonnées, voilà pourquoi à un moment donné nous sommes obligés de nous révolter. On a une solution. On enclenche tout de suite le levier du développement, de l'harmonisation du développement, et puis vous allez voir que tout cela va s'arrêter. S'ils disent parce que nos jeunes enfants ne sont pas pris en compte. Pas forcément, parce que ça c'est une des causes. Mais il y a d'autres causes encore. On peut prendre aussi le facteur religieux. On peut prendre aussi le facteur de l'après-guerre en Libye, qui a conduit des groupes à se replier vers la zone du Sahel. Ça aussi, ce sont d'autres facteurs, hormis le facteur du développement du monde rural, qui est défavorisé par rapport aux zones urbaines. Alors, aujourd'hui, nous parlons propositions concrètes. Monsieur Ouédraogo, alors, au-delà de tout ça, est-ce qu'il n'est pas venu le temps aussi de passer à une révision des accords militaires qu'on a déjà passés avec des pays depuis 1960 à nos jours? Question, en tout cas, de voir quel type de partenariat militaire pouvons-nous entamer en ce moment crucial de la vie de notre nation? Ben, pour moi, ce que le gouvernement est en train de faire, moi je l'encourage dans ce domaine, dans ce combat. Parce que en vérité, les attaques qu'on a tuées, tant de terroristes, que tant de terroristes ont tué, tant de FDS, ça c'est ce qu'on appelle des manifestations. Et nous devons traverser ces évidences pour voir que les causes réelles sont en nous-mêmes. L'injustice, le chômage, la qualité du système éducatif, l'absence d'État dans bien des zones. Alors, c'est autant d'efforts à mener pour que réellement certaines frustrations, pour que certaines racines amères qui nourrissent ces révoltes puissent être éradiquées. Quand vous prenez par exemple le système éducatif, où en fait à l'heure actuelle, le vivier qui arrive, c'est un vivier d'un niveau assez regrettable. Mais quand vous dites que ce que l'État fait est déjà bon, qu'est-ce que... Voilà par exemple actuellement les détournements, ce qu'on appelle les audits. Vous voyez par exemple, ils ont suspendu par exemple le concours sur mesure nouvelle. Ils ont constaté l'abus des politiciens. Ils recrutent leurs parents, ils recrutent pas mal de gens. Pendant ce temps, l'enfant de Tenga n'a pas accès à l'emploi. Vous voyez par exemple la qualité de la formation. Le MENA-PLN actuellement s'attaque, veut promouvoir l'enseignement technique. C'est quoi? C'est parce que nous sommes à une époque dite l'homo faber. L'homo faber, c'est dit que l'homme qui se fait par la main. Alors qu'ici, notre système éducatif, c'est un enseignement généraliste. On n'avait pas développé l'aspect technique. Et l'enseignement technique est très coûteux
et les efforts qui sont investis ont été annihilés par la situation sécuritaire. Alors aujourd'hui, il est clair que des Burkinabés, des jeunes Burkinabés se font enrôler aussi facilement et même des étudiants qui se font enrôler. Puisqu'il y a le manque de débouchés, il y a l'injustice. Et vous voyez, par exemple, quand on parle un peu de la masse salariale, le FMI l'a dit. Ça veut dire, vous savez, quand les salaires sont montés, en vérité, c'est le budget consacré au recrutement qui a été transféré dans les salaires. Donc aujourd'hui, l'État recrute dans une portion congrue. Donc face à cet abandon, face à la faillite de l'élite burkinabé, vous voyez, quand quelqu'un se donne un salaire de 2 millions et quelques, alors qu'on avait au Burkina une fonction publique de justice, les salaires étaient relativement égaux, il n'y avait pas tellement cet écart abyssal. Hein? Quand quelqu'un peut prendre 2 millions au nom de son truc, vous voyez combien ça peut payer? C'est terrible. C'est rassurant de voir que des étudiants de 3e année, déjà en fin de cycle, se font enrôler. Ça donne en tout cas froid dans le dos. Alors, aujourd'hui, nous parlons de propositions concrètes. Monsieur Zanzé, est-ce qu'il est venu le temps de passer à une révision des accords militaires? Déjà, puisque nous sommes dans un contexte assez spécial, est-ce que ce n'est pas le moment de revoir les accords militaires avec les pays de longue date comme la France? J'ai toujours dit, à chaque fois que l'occasion m'a été donnée de parler de ces accords militaires et autres, que nous devrons en principe avoir d'abord des accords avec nous-mêmes. Et ces accords avec nous-mêmes, là, ça appelle notre intelligence, notre imagination, notre créativité, de sorte à pouvoir faire face. Parce que c'est le terrain qui décide de ce que nous allons devenir et ce que nous allons faire. Vous voyez, M. Dabira? Aujourd'hui, la loi même qui porte programmation de la défense et des activités militaires a dévolu essentiellement 4 grandes missions aux forces de défense nationale. Parmi ces missions, la première, c'est d'abord la sécurité, assurer la sécurité et l'intégralité du territoire. La deuxième grande mission, c'est permettre effectivement qu'il y ait un développement économique, social, harmonieux. Les gens vont dire, mais des militaires, oui, si, c'est une de leurs missions. La troisième grande activité, c'est aussi assurer le minimum de services humanitaires et prendre des mesures, enfin, pour pouvoir endiguer tout ce qui est phénomène catastrophique, tout ce qui permet la détérioration du climat. Voici un peu les 4 grandes missions qui sont dévoilées en notre pays. De par le passé, on en observait. Quand vous parlez de propositions concrètes, la notion de partenariat, ce n'est pas l'arsenal militaire qui va venir nous sauver. Je dis non, c'est pas ça. Quand on parle d'injustice... Mais s'il y a des accords qui nous empêchent, par exemple... J'en viens fondamentalement. Aucun accord ne nous empêche. Je dis, le peuple lobby qui a résidé à l'Occident n'avait pas besoin de DCA. Non, nous avons notre propre potentiel pour nous défendre. Il faut l'adapter aux réalités. Quand vous êtes un handicapé paralytique et que vous avez quelqu'un qui est en face de vous, tout ce que vous cherchez, c'est de pouvoir attraper la personne. Parce que vous savez que vous êtes physiquement battu. Mais tant que vous n'auriez pas attrapé cette personne, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous êtes un aveugle et qu'on vous donne par exemple une 14-5 face à quelqu'un qui n'a qu'une Smorov, qu'est-ce que vous allez faire pour tirer sur la personne? Non. J'ai dit, le soldat, d'abord il faut que vous compreniez que la capacité d'un soldat à se défendre ne réside pas non pas dans son école de formation, encore moins dans son grade, encore moins dans son rang, mais c'est sa capacité patriotique inconditionnelle, ainsi que son réflexe d'entraînement pour pouvoir s'adapter aux réalités du terrain à un moment donné qui permettent à cet individu d'aller. Pour parler donc des propositions concrètes, regardez ce qu'il dit. Mais moi, je ne vais pas aller dans l'aspect bureaucratique, dans l'aspect administratif, parce qu'on parle aujourd'hui d'audit. S'il y a besoin de faire audit, en principe, le président d'Amérique doit instruire pour qu'on commence par l'armée. Et c'est par là que les choses doivent commencer. Pour montrer qu'en réalité, il n'est pas venu là pour faire du favoritisme à ces gens. Comment est-ce que vous pouvez comprendre qu'il y a des soldats sur le terrain qui ne sont même pas vêtus comme il se doit? Comment vous pouvez comprendre que sur l'étendue du territoire national, des postes de gendarmerie ne sont pas équipés comme il se doit? Je vous assure que vous allez dans certaines brigades, vous n'avez pas un ordinateur
réel, qui puisse avoir une connexion Internet et puis être en contact direct avec l'état-major de la gendarmerie. Pourquoi? C'est difficile, c'est impossible, c'est impensable. Comment est-ce que vous pouvez être, alors que ce sont eux qui ont le maillage sécuritaire national le mieux indiqué? Les commissariats de police, c'est pareil. Et vous voyez de plus en plus, le ministre Batiano au moins était obligé de se faire des sorties, aller vers ces personnes-là et dire non, que bon, on va essayer d'adopter une stratégie pour pouvoir aller de l'avant et booster du tonus. Comment se fait-il que vous pouvez voir des soldats qui sortent sur un même théâtre d'opération de paix et qui ne sont pas tous casqués, qui n'ont pas tous des genouillères, qui ne sont pas tous habillés? Quand on dit une tenue militaire, le fait même d'être bien habillé vous donne cette envie de faire. Et vous faites peur même à l'ennemi qui est en face de vous. Malheureusement, on n'a pas ça. Mais ce n'est pas ça que je vais en venir. Je veux juste faire ce décryptage pour qu'on puisse comprendre. Par rapport maintenant aux propositions concrètes, je dis simplement le Burkina Faso, avant on avait 6 régions militaires. Et on a réduit, on est venu à 3 régions militaires pour organiser. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne passera pas à 13 régions militaires? C'est une proposition concrète. Pourquoi? Demandez-moi pourquoi. Nous avons 13 gouverneurs. Aujourd'hui, le président Damiba a nommé, ce sont tous des officiers supérieurs qui sont tous là-bas. Ça veut dire qu'ils connaissent très bien ce que c'est que la guerre. Mais ces gouverneurs-là, ils sont techniquement dans ces zones pour des questions administratives. Nous, on veut des gens pour, dans un premier temps, dire qu'on est en train de sortir de la crise, il faut qu'on recouvre l'intégralité du territoire. Et pour recouvrir l'intégralité du territoire, je vais répondre... Sans vous couper, une dernière proposition concrète, on est un peu pris par le temps. La dernière, une deuxième, pas une dernière, parce qu'il y en a vraiment très pratiquement, mais qui sont tous liés. Quand je parle par exemple pour m'aligner sur ce que l'aîné vient de dire par rapport au salaire abyssal, regardez, ces jeunes gens, quand on dit, ce sont des licenciés, oui, des gens qui partent s'aligner là. Ce sont nos intellectuels même qui se combattent. Je vais vous prendre un exemple. Regardez par rapport à la situation Bolloré. Une dame comme Madame la ministre Nessoline Sangaré qui se bat, qui se débat pour une cause nationale. Il y a d'autres intellectuels burkinabés, au lieu de la contacter une bosse pour discuter pour la cause nationale, et puis apporter des éléments ou corriger comme ci, comme ça, non, on a combat à découvert et à ciel ouvert. Et ce n'est pas bien. Donc dans cette dynamique-là, il est très simple. Les jeunes gens qui sont là, quand je parle de 13 régions militaires, et qu'on a des officiers avec des bases militaires, ce sont des jeunes issus de ces populations-là qu'on recrutera. Dans chaque région, vous n'avez pas tout au plus que 4 provinces en général. Une région, c'est tout au plus 4 provinces. 3 et parfois 6. Voilà. Donc, si vous prenez par province, que vous décidez de recruter au moins 500 jeunes par province, on aura au moins quelques villages et vous recrutez au moins 20, 10, 30, 40, 50 jeunes par village et vous les amenez ensemble pour une même cause. Dans les 4 missions que je viens de dérouler là, il n'y a pas que la défense militaire, il y a aussi le développement humanitaire. Et aujourd'hui, on a besoin de ça. Regardez Ouagadougou. Ouagadougou doit s'apprêter dans les jours à venir à accueillir encore plus de réfugiés que jamais. Et regardez nos artères. Qu'est-ce qu'on en devient? Puisque le temps est très petit, je vais simplement vous dire techniquement, voici les bonnes dames qu'on a. Elles sont très vaillantes. Elles ne manquent pas d'énergie. Elles peuvent balayer la voie. Elles peuvent permettre, par exemple, de faire des zones de maraîchiculture. On va bien manger à notre soif. Bien que déjà des produits pourrissent dans certaines zones parce qu'effectivement, l'État ne fait rien pour sauver ses productions agricoles. On peut les organiser. Pourquoi on ne le fait pas? Vous laissez des individus qui se sont déplacés venir quelque part. L'aide humanitaire, là, a-t-on besoin réellement que l'ONU vienne ou que la CEDEAO vienne nous dire, non, faites ci, et rassembler ces bonnes dames-là pour qu'elles puissent balayer régulièrement la voie et qu'à partir de midi, elles se retrouvent dans cette zone par groupe de 100 ou 200 pour avoir à manger et être encadrées parce que le peuple a besoin de ça. A-t-on besoin effectivement là d'aller dans les universités pour montrer aux jeunes techniquement comment ils peuvent être organisés parce qu'effectivement, ils sont en train d'aller vers le djihadisme et ce n'est pas de leur faute. On n'a pas tous les mêmes carapaces. À ma place, peut-être que je serais déjà enrôlé parce que je connais également moi aussi beaucoup d'injustices sur cette terre, dans cette vie. Des injustices qui devraient en principe amener chaque jeune à prendre les armes. Malheureusement, comme nous, on n'a pas les armes pour pouvoir prendre le pouvoir des mains de ceux qui ont pris le pouvoir entre les mains du président Kaboré, on est obligé à un moment donné de se morfondre et de finir par se confondre. Voici entre autres quelques propositions concrètes qu'on peut ici. Entre autres propositions concrètes, parce que le temps qui nous est imparti est presque à terme, nous allons permettre aux 2 autres invités, mais cette fois-ci succinctement, on est vraiment pris par le temps. Monsieur Ouedraogo, nous commençons par vous. Des propositions pertinentes sans pour autant les argumenter. Des propositions... Moi, j'appelle à tout Burkinabé, surtout aux familles des FDS, des VDP, de retourner à la foi. Cette guerre, on parle de tout, mais on ne parle jamais de Dieu. Que chacun prie pour son frère, que chacun prie pour sa sœur qui est engagée au front, et que la création de ce ministère en charge du culte
et des religions puissent réellement donner la plus-value qui est attendue. Parce qu'il nous faut nous unir au plan culturel, au plan religieux, pour compter l'hydre. Voilà qui est bien dit. Les autorités ont maintes fois lancé cet appel-là également aux guides religieux, que ce soit chrétiens comme musulmans. En tout cas, c'est évidemment un élément capital, un élément important. Mais il faut que je précise quelque chose sans faire de commentaire. Aucune prière, un but de haine, de zèle, de mépris d'autrui ne peut monter vers Dieu. Aucune prière. Il faut d'abord qu'on commence d'abord à nettoyer nous-mêmes nos êtres. Et c'est pourquoi cette notion de prière-là, je m'en balle les couilles. Dieu n'est pas hypocrite. Dieu n'est pas diviseur. Dieu est rassembleur, Dieu est unique. Si vous faites dans la prière et que vous-même, vous n'êtes pas capable de reconnaître en votre semblant, qui est en votre prochain qui est devant vous là, un être capable de vous accompagner dans votre marche, alors votre prière est vouée à l'échec. C'est pas la peine. Je suppose que M. Ouedraogo partage également ce point de vue. Amour, et je pense qu'effectivement, c'est la prière il y a un minimum à réunir pour que réellement la prière puisse porter. Mais j'avoue, la plupart de ceux qui ont leurs parents qui sont sauvés dans les théâtres de guerre, c'est que leurs familles ne dorment pas. Alors, M. Traoré, très rapidement. Voilà, donc très rapidement, des solutions concrètes. Ça veut dire à court terme. C'est-à-dire, il faut qu'on équipe bien nos forces de défense et de sécurité. À moyen terme, il va falloir qu'on travaille, on mutualise nos efforts. C'est-à-dire les pays de la sous-région, de la CEDEAO, qu'on mutualise nos efforts pour contrer le terrorisme dans le Sahel. Parce que les pays côtiers ne seront pas épargnés si jamais le Burkina cède. Et à long terme, c'est comme ce qu'on a dit, il faut que les solutions viennent de manière endogène. Il faut qu'on montre à la population là, que cette guerre, là, ce n'est pas la guerre des FDS seulement. C'est la guerre de tout le monde et de tous les Burkinabés en âge de se défendre et en âge de pouvoir participer à la vie de la nation. C'était à l'instant M. Tidiane Kevin Traoré, communicant et chroniqueur chez Burkina Story. Merci M. Traoré d'être passé sur ce plateau. Également, il a donné, comme d'habitude, ses points de vue par rapport donc, au sujet enrôlé sur ce plateau. M. Karim Ouedraogo, observateur de la scène politique, merci une fois de plus d'être passé. M. Lébouré Crépin Zanzé, expert en communication et défense, merci M. Zanzé d'être passé. Chers téléspectateurs, merci de votre constante fidélité à cette émission de décryptage des actualités d'ordre sécuritaire au Burkina Faso. Rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres sujets de débat d'actualité. Merci.